Voilà, l'Israël qui est mentionné dans la Bible du King John, d'ailleurs c'est même une traduction récente, c'est une traduction qui date du 19e, de la fin du 19e, début de la fin du 19e. Il te dit, l'Israël qui est mentionné là, c'est le même que 1948. Tu fais, oui, l'interprétation stricte, en effet, les évangélistes, ils adorent. Hein. C'est pour ça qu'ils te disent que la Terre a 100 000 ans, que les dinosaures n'existent pas. Hein. C'est un truc. Ouais, c'est charbon. T'as des jésuites qui sont paléontologues, d'un côté. Désolé, ma mère est catholique, donc évidemment, j'ai plutôt une tendance catholique, c'est atavique, quoi, tu vois. Mais d'un côté, t'as des jésuites qui sont paléontologues et qui font la théorie du Big Bang, comme l'abbé Lemaître. Et de l'autre, t'as des mecs qui te disent que la Terre a 5000 ans et que les dinosaures n'existent pas et que les squelettes de dinosaures sont là pour tester notre foi, quoi. À un moment donné. Si tu veux, on l'oublie, et tu as tout à fait raison, et je te remercie de le rappeler, que le créationnisme est un fait strictement protestant. Eh oui. Non, mais parce que si tu veux, moi j'ai les abrutis de l'autre côté, c'est-à-dire des laïcards qui comprennent pas qu'aujourd'hui tirer sur l'église catholique c'est mitrailler une ambulance, mais et surtout que les problèmes de la foi et de la raison sont infiniment plus complexes. Là, nous allons aller vers des duels d'ignorance religieuse, c'est-à-dire des gens qui sont, qui sont d'autant plus identitairement fanatiques qu'ils sont analphabètes religieusement. C'est-à-dire qu'ils vont se jeter comme la vérole sur le bac clergé sur une culture religieuse qui n'est pas la leur, qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de directeur de conscience, ils n'ont pas de pratique des textes, rien. La seule chose, c'est qu'ils ont un volontarisme. Enfin, si tu veux, ils ont le même rapport que, sans point de Godwin, hein, mais ils ont le même rapport que les fascistes ont avec la politique. C'est-à-dire, face à un phénomène que tu ne comprends pas, la volonté suffira. Or, malheureusement, ça va mal finir. Tu vois, et de l'autre, surtout que en face, tu as tu as ces lobbies religieux, tu as cette tension sociale permanente, et tu as les restes du camp mondialiste américain qui, lui, fait exactement ce que font les mondialistes européens, c'est-à-dire on a perdu, que ce soit face à Poutine, face à la Chine, face à Trump, face à qui tu veux, mais surtout face à nos propres peuples, parce que n'oublie pas une chose, tout lobby impérialiste, sa première cible, c'est le peuple de son pays à lui. Et ça, faut jamais l'oublier. Or, ces gens sont en train de se dire des deux côtés de l'Atlantique, si le monde qui nous reste est une station-service, que se passerait-il si nous balancions un cocktail Molotov dedans ? C'est ce que font les Européens aujourd'hui, c'est ce qu'une partie du camp démocrate veut faire, c'est ce qu'une partie des rhinos est en train de faire dans son appui à la frappe israélienne qui a entraîné l'Amérique. Et si tu veux, alors, et tu vois, c'est ça qui, moi, m'attriste d'autant plus, que rien de tout ceci ne nous était promis. Nous avons juste besoin, comme le dit un intellectuel américain, moins de missionnaires, plus de monastères. C'est-à-dire de retourner dans un regard sur nous-mêmes et d'avoir notre démarche renaissantiste, nous en tant que Français, mais l'Amérique face à elle-même, et nous survivrons à tout ça. Je veux dire, les mecs se réveillent la nuit parce que la Chine est redevenue la première puissance du monde. Je rappelle qu'elle l'a été du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle sans que ça nous donne un corps aux pieds. Donc, tu vois, on est en train de se faire des guerres de rien qui termineront chez nous. Et c'est ce qui est en jeu dans l'Amérique aujourd'hui. Tu vois, il faut actualiser tous les logiciels. Tu vois, et le pire, c'est que c'est pas très compliqué. L'Asie nous donne des vadémécum en reprenant d'ailleurs les formes qui ont été nos formes à nous les meilleures et en les faisant leurs. Tu vois, c'est pas compliqué ce qui est en train d'arriver. C'est que nous avons perdu le monopole de la modernité, donc nous devons raccrocher le train de la modernité qui est passé en Extrême-Orient. C'est bien de le rappeler, c'est si grave. Ouais, c'est bien de le rappeler qu'on a perdu le monopole de la modernité parce que c'est clair que quand on voit ne serait-ce que les influenceurs qui se baladent en Chine avec les écrans partout, les technologies de malades, etc. Oui, ça y est, on passe. Autant on dit que le Japon est resté coincé dans les années 90, mais que personne s'en est rendu compte
parce que le Japon était tellement en avance dans les années 90. C'est tout à fait exact. Je sais pas qui a publié ça sur X. C'est exactement exact. C'est parfaitement exact, pardon. La stagflation japonaise les a bloqués dans les années 90, mais personne s'en est rendu compte parce qu'ils étaient tellement en avance, les mecs, que bon, maintenant on a récupéré leur niveau. Mais la Chine maintenant nous met une vitesse telle, enfin tu le vois avec les hôpitaux qu'elle construit, les ponts, les technologies de drones, les brevets. Là dernièrement ils ont passé une réforme du doctorat où si jamais tu sors un brevet majeur ou un nouveau procédé industriel, t'as ton doctorat direct. C'est un truc de fou furieux quoi, ce que la Chine fait. Mais si tu veux, elle fait le meilleur de ce que nous avons fait nous-mêmes. C'est quoi un État développeur asiatique? C'est l'État planificateur gaulien radicalisé. Oui. C'est un truc d'homme des Lumières, c'est un truc d'homme de la Renaissance, tout ça. C'est le De Gaulle punk. Tu vois, c'est le gaullisme punk. Or nous, si tu veux, et nous, on est en train de se gratter sur... on va sauver la civilisation et le droit de porter une mini-jupe à Téhéran. Alors, résultat, je te rase d'une école de filles. Enfin, si tu veux, tout ceci est ridicule, dramatique, tu vois, et d'une tristesse sans nom. Nous n'avons... tu m'as toujours entendu dire ça, moi j'ai trop d'amour pour les hommes qui savent et qui font la guerre pour faire des guerres de rien. Or, tu vois, je suis attristé de l'énième... Tu vois, finalement, ça aura été 20 ans d'analyse politique résumée en une phrase. J'aurais fait 20 ans sur la régression intellectuelle de l'Occident. Et le pire, c'est que, crois-moi que ça me fait saigner le cœur. Parce qu'on vaut mieux que ça. On va passer aux questions, mais je vais d'abord faire défiler les autres éléments, les dépêches dont j'ai pas eu le temps de parler. Donc, alors déjà, oui, dans l'actualité brûlante, je parlerai pas de la vidéo de Netanyahou qui est accusé d'être de l'IA par les Iraniens. On en parlera à un autre moment. Très personnellement, de ce que j'ai vu, je n'y crois pas parce que les Israéliens sont pas aussi stupides de balancer une vidéo IA de Netanyahou. Et de ce que j'ai vu, vraiment, c'est la paume de la main, c'est pas un 6e doigt. Mais les Iraniens ont lancé ces accusations en laissant entendre que Netanyahou aurait été tué. Pour moi, cette information n'est pas du tout vérifiée et elle est à prendre énormément de précautions pour l'instant. Ça signifie pas que le Battle Damage Assessment des Iraniens n'est pas sous-estimé par la presse. Hein. Mais j'en parlerai donc pas ce soir. Pour l'instant. Donc, dans les infos importantes, brûlantes, vous avez eu le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui a été retiré d'une interview sur Sky News en direct, où on lui dit « Le président a besoin de vous », et quand il revient, il tremble. On ne sait pas ce qui lui a été dit, mais quand il revient, il est vraiment en train de trembler comme une feuille. Donc beaucoup de gens ont spéculé là-dessus. Donc on ne sait pas ce qui lui a été dit. Est-ce que c'était du genre attention, il nous reste que tant de réserves stratégiques. Enfin, c'est le secrétaire au Trésor. Donc je vois pas, par exemple, certains ont dit oui, on lui a dit que Netanyahou était mort. Non. On dirait pas ça au secrétaire au Trésor. Alors, vous retirez pas le secrétaire au Trésor pour lui dire ça. Vous retirez le secrétaire à la guerre, vous retirez Marco Rubio, le chef de la diplomatie, mais vous retirez pas du tout le secrétaire au Trésor pour ça. N'empêche, ça fait partie des nouvelles. T'interviens quand tu veux, mais j'essaie de les écluser rapidement. Alors, Thomas Messi est toujours donné gagnant à plus de 23% d'avance contre le gars que Trump lui met dans les pattes. Donc, il faut quand même comprendre que Trump met dans les pattes un autre républicain au Kentucky face à Thomas Messi. Ce républicain s'appelle Ed Galbraith et vraiment c'est un mec qui a le charisme d'une huître Rockefeller. Hein. Je vais vous montrer d'ailleurs une vidéo qui en parle très bien. Où vous le voyez, vous voyez que Trump a compris que là, ça allait pas le faire. Voilà, c'est quelqu'un qui dit ça sur X. Vous pouvez voir le moment où Trump réalise que son mec n'a pas le juice. Voilà, parce que Trump, c'est quand même un animal politique supérieur. Hein, on est sur la crème de l'animal politique, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Et là, il se rend bien compte que le Ed Galbraith qu'on voit ici, là, qui essaie de haranguer la foule, il va pas gagner contre Thomas Messi, quoi. Là, il le voit et vous avez le type qui a essayé de voir ce qu'il dit. Vous pouvez voir le moment où Trump se rend compte que le mec, il est cuit, quoi. Exactement comme quand Tonton, comme Mitterrand, s'était rendu compte que Jospin, il passerait pas l'hiver. Voilà, face à Chirac. C'est la même chose. Donc voilà dans les nouvelles. Midterm Rhino Energy, c'était commenté ça aussi. Voilà, Trump est en train de cramer l'argent de ses donateurs en mettant ce type sorti de nulle part contre Thomas Messi.
Voilà l'opinion générale. Messi ne va pas perdre au Kentucky. Voilà ce que disent d'autres gros comptes républicains. Et à mon avis, ils ont raison. Hein, à part s'il se fait assassiner, je le vois pas perdre au Kentucky. Elon Musk avait promis de défendre Thomas Messi. Ce que vous voyez là, donc des tweets d'Elon Musk qui paraissent à nouveau. Où bah oui, Musk aime beaucoup Messi en fait. Hein, ce qui ravive d'ailleurs toute la question de savoir si l'embrouille entre Musk et Trump était oui ou non une fausse embrouille, ou comme disaient certains comptes québécois, une fausse chicane. Je comprends tout à fait que cette hypothèse ait existé, hein, et elle a tout à fait le droit d'exister. C'est très bien qu'il y ait un pluralisme d'analyse sur la sphère Internet, mais du coup, là, quand on voit le fait qu'avec Thomas Messi, c'est pas une fausse embrouille, c'est même vraiment... voilà, c'est même vraiment une embrouille frontale, quoi. Et ben, ça ravive cette question aujourd'hui voilà. Donc, je vois dans les commentaires des gens qui disent ah oui, pour les doigts de Netanyahou, on n'est pas sûr. Non, la vraie question, c'est est-ce que vous croyez vraiment que les Israéliens sont assez cons? Alors que les mecs, ils ont une IT 8200 au départ. Quand ils veulent faire des fausses vidéos, croyez-moi, ils savent les faire. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils sont assez cons pour faire un fake aussi facile à repérer? C'est la première question, elle est là. La première question à se poser, elle est là, et pour moi, la réponse est non. Maintenant, le Battle Damage Assessment, c'est-à-dire qu'il y a eu des pertes en Israël qui soient dissimulées, c'est une certitude. C'est une certitude absolue. Mais on n'en parlera pas ce soir, parce que j'ai pas encore assez analysé le sujet, et j'ai pas d'analyste qui a suffisamment creusé le truc à vous présenter ce soir. Mais je sais que c'est en train de trender sur X, et je suis bien sûr cette tendance avec attention. Donc, à nouveau, vous avez les commentateurs républicains qui disent « ça y est, Thomas Messi a gagné ». Donc vous voyez ici Trump face à son pseudo-candidat contre Thomas Messi. Il faut bien comprendre que, Pierre-Yves vous en parlerait mieux que moi, mais on n'a pas le temps parce qu'on doit aller aux questions, mais en fait, c'est un peu comme le parrain, c'est-à-dire Trump, on l'appelle le Don, hein, et en politique, vous avez besoin de ce qu'on appelle des enforcers, c'est-à-dire vous pouvez pas vous permettre de lancer des menaces pour rien. Voilà, c'est pas possible. Vous pouvez pas, Trump, il peut pas avoir sorti un coup de fil et avoir dit très clairement à Thomas Messi, je vais m'occuper de ton cas, pour qu'il se passe rien derrière. Voilà, c'est pas possible. Donc il a été obligé de lui mettre un gars dans les pattes. Le problème, c'est que là, il a juste mis en scène sa faiblesse en fait. Il a mis en scène le fait qu'il peut pas enforcer une menace. Et ça, d'un point de vue politique, c'est pas bon. Trump est allé jusqu'à perdre le fameux chaman là, hein, pendant le, c'était le 6 janvier, c'est ça, ouais. Le fameux chaman, la Jack Angeli Chansley, qui a fait de la prison pour lui, hein, qui a fait de la prison pour le soutenir. Il a dit fuck Israël et fuck Donald Trump. Donc ça vous montre bien, c'est un symptôme de la rupture dans MAGA en fait. C'est un symptôme qui est marquant. Le mec qui a été mis face à Messi, il a que 19 followers sur Insta. C'est vraiment pour vous dire, hein, parce que rien l'empêchait d'acheter des followers comme Macron ou comme l'Express, si vous voulez. C'est pas comme si c'était dur, quoi. Mais il l'a pas fait. Donc le gars, on sait qu'il part pas gagnant. Et en effet, il est prédit par Polymarket maintenant que les démocrates vont attraper les deux chambres, le Sénat. Et alors le Congrès c'est plié, ça y est, hein, sauf si Donald Trump sera un lapin d'un chapeau, mais le Congrès c'est terminé, ça y est, les démocrates vont le ramasser avec la guerre en Iran. Enfin, Vance a pris ses distances comme Pierre-Yves l'a expliqué. Le New American attaque clairement Trump pour avoir dit que Thomas Messi est un rhino, donc Republican in name only, c'est la pire insulte. Et ben, ça y est, ça ne prend pas. Donc vraiment. Et alors, pour finir dans les dépêches, si vous vouliez vraiment la cerise sur le gâteau, c'est que